science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Ouais. Bonjour, alors Rohan m'ensuit dans le Labo des Savoirs confiné. Bonjour, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous. Pas de souci. Vous arrivez à travailler depuis le confinement? Ouais, je bosse moins efficace que quand je suis au labo, mais j'arrive quand même à bosser. J'avais pris tout ce qu'il me fallait pour consulter, donc c'est toujours possible. Alors, vous êtes en thèse au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Dans quel laboratoire vous êtes? Alors moi, je suis dans 2 laboratoires au muséum. Je suis principalement affilié au laboratoire du CR2P, c'est le Centre de recherche de paléontologie de Paris, et également au centre à MECADEV, mécanisme évolutif de l'adaptation. Ok, Non, mécanisme adaptatif de l'évolution. de l'évolution. Oui. Et quel est le sujet de votre thèse là, sur lequel vous travaillez en ce moment? Moi, je travaille sur le coélacanthe et Mhm. sur la sortie des os des vertébrés en général. Et je m'intéresse plus particulièrement sur l'évolution des nageoires et des nageoires pectorales et pelviennes du coélacanthe. Leur Ok, développement, la musculature et le squelette. alors pour les passionnés de biologie, bien sûr, tout le monde a fait «Oh, c'est la corne, trop bien!» Alors, pour ceux qui sont moins au courant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce poisson? Alors, ça fait partie des grands mythes de la biologie parce que ça a été découvert finalement assez récemment, ou en tout cas découvert par les biologistes européens Ouais, assez récemment. ouais, c'est ça. C'est le coélacanthe, c'est on va faire de façon grossière, on va dire, c'est un poisson qui nous est plus apparenté qu'il ne l'est des autres poissons. C'est-à-dire qu'il partage plus de points communs avec nous qu'il partage avec la truite, par exemple. Mhm. Et un des caractères qui, fait, qui font que le coélacanthe nous est plus apparenté, c'est par exemple le squelette de ses nageoires. Parce que chez les poissons, en général, les nageoires, on a les rayons des nageoires qui s'insèrent directement à la base du corps. Alors que chez le coélacanthe, tout comme chez nous, il y a différents os le long de la nageoire qui sont similaires à l'humérus, radius, etc. Et qui font ce qu'on appelle une nageoire musculeuse ou une nageoire lobée. Et les rayons s'insèrent tout au bout. Pour que les gens puissent visualiser un petit peu aussi, donc il y a ces nageoires assez impressionnantes à la base, on va peut-être y revenir. La taille que fait ce poisson à peu près? Ouais. Le coélacanthe, il fait entre 1,30 m et 2 mètres à l'âge adulte, sachant que les plus gros spécimens qu'on a trouvés, c'est des femelles à chaque fois. Celles qui atteignent quasiment 2 mètres, les mâles sont en général plus petits. Ouais, donc c'est quand même très Et très ouais, très une très gros. très grosse bestiole qui peut atteindre les 60-70 kilos. Alors la première fois qu'elle a été observée, c'était pendant le XXe siècle et c'était dans les Comores. Qu'est-ce qui fait que ça a été si peu observé? En fait, c'est par les Européens, les Occidentaux, c'était vraiment pas connu avant, c'est sûr. Mais pour les personnes qui habitent aux Comores, à Madagascar, Afrique du Sud, les populations locales connaissaient quand même déjà un peu le coélacanthe parce qu'ils le pêchaient de temps en temps. Mais comme c'est un poisson qui a aucun intérêt au niveau alimentaire, ils le rejetaient à chaque fois. C'est pas bon? Ah, apparemment, c'est dégueulasse. Ah oui, très bien. Donc, Tant mieux pour lui. tant mieux pour eux. Mhm. Mais c'est aussi pourquoi on a eu beaucoup de mal à l'observer, nous les Européens, avant qu'il soit observé par hasard sur un étal de poissonnier. C'est parce que le coélacanthe, il vit profondément sous l'eau. Euh, le plus haut où il remonte, c'est 50 mètres de profondeur et c'est juste à une zone en Afrique du Sud. Sinon, en général, c'est entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et c'est aussi un animal qui vit principalement la nuit. Le jour, il dort dans des cavernes souterraines et c'est la nuit où il sort pour aller chasser. Et en plus, en général, quand il va chasser, il plonge pour aller chercher sa nourriture. Donc, où là, on pense qu'il peut descendre à 200, 300, 300, 400, voire 800 mètres de profondeur. Mhm. Donc, tout ça, ça fait que c'est difficile à observer. Et comme en plus, il aime vivre dans des endroits dans des zones où il y a des grottes, c'est souvent des zones très en pente où les chaluts ne peuvent pas aller. Donc, les filets, tout ça, on n'avait jamais pu les capturer dans des filets.
Alors, paradoxalement, c'est un animal des grands fonds, donc qui vit vraiment voilà, au large, dans les grandes profondeurs. Et en même temps, c'est le modèle le plus proche qu'on a des parents des vertébrés qui sont sortis des eaux. Alors, c'est à peu près à quel moment de l'histoire du vivant que s'est passé cet événement historique? Et c'est quoi le rapport avec le sélacanthe? Parce que c'était il y a des millions d'années et son mode de vie n'est pas lié Complètement au fait différent. de sortir à l'extérieur de l'eau. Alors, la sortie des eaux des vertébrés, ça s'est passé au Dévonien, donc il y a 320 millions d'années à peu près. Peut-être qu'il faudra que je revérifie la date, mais c'est à peu près ça. Mhm. Et le sélacanthe, pourquoi on l'utilise principalement? C'est pas notre plus proche parent chez Mhm. les autres animaux. Il y a aussi les dipneustes qui nous sont encore plus apparentés. Mais Chez eux, les animaux marins, ouais. chez les animaux, voilà, ouais, En fait, non vertébrés. le dipneus n'est pas marin, il est aquatique, mais il vit dans les eaux douces. Donc, Mhm. c'est une des raisons pour lesquelles le sélacanthe est plus considéré comme un modèle pour étudier la sortie des eaux des vertébrés. C'est parce que on suppose que la sortie des eaux des vertébrés, c'est pas faite par les rivières, mais c'est faite directement des océans au continent. Et comme le sélacanthe est un animal marin, c'est pour ça qu'on pense que qu'il peut nous donner déjà plus d'informations que le dipneus. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le dipneus, lui, c'est pas ces nageoires qui sont particulièrement proches de la formation de notre bras, mais c'est plutôt leur système respiratoire, non? Et d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Le système respiratoire des sélacanthes est assez spécial aussi. Ouais, alors le dipneus, tout comme le sélacanthe d'ailleurs, euh, enfin, le dipneus, il a un système respiratoire double, avec à la fois des branchies et des poumons, qui lui permettent de respirer à l'air libre. Et pour certaines espèces, Neoceratodus par exemple, le sélacanthe australien, lui, il peut carrément vivre pendant la période sèche, il se fait un cocon dans la vase et il ne respire que avec l'air. Ah, le dipneus Parce que, australien, c'est ça? Waouh. ouais. Et il y a certains dipneustes aussi qui sont, si on les laisse uniquement dans l'eau, si on les empêche de revenir à la surface, ils sont incapables de respirer. Il faut qu'ils aient la respiration double, branchiale et pulmonaire. Et le sélacanthe aussi, il a des branchies, des grosses branchies, mais il a également, le sélacanthe actuel, un poumon qu'on appelle vestigial, qui n'est absolument pas fonctionnel. Mais il y a une étude assez récente, 2015, si je me souviens bien, qui a étudié le développement du poumon chez le sélacanthe grâce à des embryons et au sélacanthe adulte et qui a comparé avec des données fossiles. Et ces données laissent suggérer que les sélacanthes, d'autres espèces de sélacanthes en tout cas, il y a 300 millions d'années, 400 millions d'années, avaient un poumon fonctionnel et étaient capables d'avoir la respiration double, tout comme le sélacanthe, tout comme le dipneus. Oui, parce que finalement, le sélacanthe, on appelle souvent ça un fossile vivant, mais en fait, parce qu'il faisait partie d'une famille qui était extrêmement diversifiée et qu'il n'y a plus qu'une seule espèce qui est en vie maintenant. Et malheureusement pour vous, pour l'étudier, elle est dans les grandes profondeurs et pas dans les rivières comme ont pu l'être d'autres de ses cousins. Comment vous faites pour travailler vraiment sur le mouvement? Parce que du coup, on a compris que vous, votre laboratoire s'intéresse vraiment aussi à la partie biomécanique, donc comment il déplace toutes ces nageoires. Vraiment, allez voir si vous n'avez jamais vu des images de sélacanthe en mouvement, c'est incroyable. Il y a énormément de nageoires qui bougent dans plein de directions différentes. Comment vous faites? Vous avez très peu d'images et puis vous pouvez pas avoir un bassin dans lequel vous pouvez mettre en 3D le mouvement du sélacanthe. Alors comment on fait pour travailler sur ce mouvement? Alors, c'est vrai que le sélacanthe, on ne peut pas l'avoir en aquarium. Il y en a qui ont. Enfin, c'est le sélacanthe quand des fois, il a été pêché et remonté à la surface du fait de la trop grande. Du fait d'une grosse. Un changement de pression plus Ah, il n'a pas l'effort fait de énorme. palier, ouais. Il Ouais, n'a pas fait de palier de décompression. c'est ça. Et surtout, l'effort énorme que le sélacanthe déploie pour pas être remonté à la surface. En général, même quand on le remet dans l'eau après, il meurt rapidement en moins de 24 heures parce qu'il a épuisé toutes ses ressources, il est complètement mort. Mhm. Et c'est pareil, si on le met dans un aquarium, il ne survivra pas. Et en plus, on ne connaît absolument pas tout ce qu'il lui faut, tout ce qui lui est nécessaire au sélacanthe. Quelle est sa nourriture exacte, quelle est la pression qu'il doit supporter, etc. Donc on ne peut pas l'étudier in vitro en laboratoire. Mhm. Mais en 2013, il y a une expédition qui a été faite par le muséum
avec Gaël Clément, Marc Herbin, et, également, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Balesta, le plongeur, qui a J'ai fait. j'ai vu ce documentaire, il faut absolument aller voir ce documentaire, et celui sur les requins qu'il a fait juste après, sur la reproduction des mérous, qui sont incroyables. C'est ça. Et justement, le muséum est parti avec Laurent Balesta en Afrique du Sud pour filmer en profondeur le sélacanthe. Et ils avaient monté en même temps un dispositif particulier qui avait deux caméras, une qui regardait par-dessus, une latérale, qui était montée sur une girafe, et qui a permis de filmer en vue latérale et en vue dorsale le sélacanthe et le mouvement de ses nageoires. Et il y a également d'autres vidéos qui ont été faites juste avec une simple caméra. Mais toutes ces données, on a énormément de vidéos sur le sélacanthe quand il nage, et tout ça, ça peut être utilisé pour étudier sa locomotion, la coordination de ses différentes nageoires. Parce que oui, le sélacanthe, il n'a pas que nageoires pectorales et pelviennes qui interviennent dans sa locomotion. Il y a aussi deux nageoires anales et la seconde dorsale qui ont exactement la même morphologie que les nageoires pectorales et pelviennes et qui interviennent dans sa locomotion. C'est même principalement elles qui propulsent l'animal quand il nage. Les nageoires pectorales et pelviennes, elles interviennent principalement pour se diriger, se stabiliser. Alors quand il nage, ou aussi quand il se déplace dans les grottes, parce que vous disiez qu'il est vraiment sur le tombant vraiment de la pente abyssale, est-ce qu'il se déplace lui aussi en raclant un petit peu le fond, ou vraiment lui, il a tendance à jamais toucher vraiment le... Il touche pas. En général, il touche pas. C'est les seuls moments, les plongeurs, ils nous ont dit les seuls moments où ils ont vu le sélacanthe qui pouvait toucher le fond ou le bout d'une caverne, c'est des fois quand ils voyaient un plongeur qu'ils étaient un peu effrayés. Sinon, ils sont tout le temps, ils sont assez proches du fond quand même, ou des bords. Ils peuvent être à 20 cm, un truc comme ça, mais ils ne touchent pas. Ouais, mais j'imagine que pour vous, faire le rapport entre la sortie des eaux et les modes de déplacement des sélacantes, ça aurait été pratique s'ils touchaient vraiment le... Là, vous commencez à voir un petit peu, comment dire, à force d'étudier le mouvement des sélacantes, vous commencez à percevoir un petit peu ce qu'a pu être la sortie au moment du dévonien des vertébrés? C'est un peu compliqué, mais nous, en tout cas, en étudiant la locomotion du sélacanthe, on s'intéresse principalement à la coordination des nageoires entre nageoires pectorales pelviennes, et il y a certains patterns qui rappellent le mouvement à certaines allures des tétrapodes, des premiers tétrapodes, premiers tétrapodes des salamandres, même des chevaux, tout ça. On reconnaît quelques schémas de coordination. Mhm. C'est une chose qu'il n'y a pas forcément chez les autres poissons comme la truite, tout ça, qui eux utilisent principalement pour se déplacer leur nageoire caudale. Mhm. Le sélacanthe utilise aussi cette nageoire caudale, mais en tout cas la coordination des nageoires pectorales pelviennes peut rappeler les tétrapodes. Et Ouais. aussi, Mhm. c'est pour la sortie des eaux, il y a il y a une hypothèse qui dit que lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu un changement dans la dominance du membre qui permettait la locomotion. On présume qu'avant, c'était principalement les nageoires pectorales qui faisaient le gros de la propulsion. Et lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu une augmentation plus importante, on va dire, des membres pelviens. Et ce sont eux qui auraient permis de plus propulser le corps après. Donc là, ça sera plus ces données musculaires, tout ça, qui peuvent aussi nous donner des infos là-dessus. Je suis encore en train de travailler dessus, donc je ne peux pas dire. Mais apparemment, le sélacanthe peut également nous donner des informations là-dessus, vu qu'on peut faire des dissections dessus sur un spécimen. Donc ça peut nous apporter des trucs. Mhm. Super, bon bah merci beaucoup. J'imagine que vous recommandez le documentaire de Balesta sur les sélacantes, dans lequel il y a parmi les plus belles images qui ont jamais été filmées des sélacantes. Un autre conseil peut-être de lecture ou de documentaire, c'est un sujet qui en même temps est un sujet phare en biologie et qui est assez connu, mais il y a tellement peu d'images que finalement il y a assez peu de... Il y a vraiment pas beaucoup d'images sur le sélacanthe. Après, en livre, il y a quelques bouquins qui sont sortis de Lionel Cavin, par exemple, qui parlent du sélacanthe et qui sont en français.
Sinon, la plupart des bouquins sont en anglais. Donc, Lionel Cavin, il a sorti un livre l'an dernier sur le Coelacanth, je ne sais plus le titre exact, mais qui est intéressant aussi. Très bien. Bon, bah merci beaucoup. Bon confinement. Et puis, j'espère qu'on pourra faire une émission entière sur le Coelacanth une fois que tout ça sera, une fois qu'on aura de nouveau le droit de sortir de chez nous, comme le Coelacanth aura le droit de sortir des eaux un jour, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Restez chez vous et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.